Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Posé. Ça fait presque un an depuis le dernier épisode. Je peux pas vous promettre que le prochain arrivera bientôt, mais en tout cas, je suis bien content de vous retrouver et de me poser avec Cécile. Cécile est rappeuse sous le nom de Pumpkin. Elle vit à Nantes avec son compagnon Vince, qui est aussi son producteur et associé au sein du label Mentalo. Il y a quelques jours, Pumpkin et Vince D'Aquero ont sorti leur nouvel album, Abyss Repetita, l'occasion rêvée pour une discussion enregistrée à la veille de cette sortie. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Cécile. Bonjour, Bonjour. ça va? Ça va bien et toi? Écoute, ça va pas mal du tout. Niveau, niveau bonne nouvelle, il y a votre nouvel album à toi et à Vince qui sort d'ici quelques semaines, Oui, le 23 octobre. le 23, et j'ai l'impression qu'on monte en puissance là dans la dernière ligne droite. Oui, Ça... on monte en puissance carrément. Ça va être difficile de continuer à monter plus haut. On va voir, on va voir. On va demander à Tina Arena de nous aider à aller plus haut, aller plus haut. En tout cas, mais donc ouais, donc ce nouvel album, comment ça commence un projet comme ça en fait? Il y a un moment où vous vous dites, ok, on commence un album, ou toi t'écris tout le temps et puis il y a un moment où tu te dis, ok, parmi tout ce que j'ai écrit, il serait temps de mettre ça en musique. Mais en fait, faut savoir que quand on travaille avec Vince D'Aquero, il faut que, enfin lui, il aime bien avoir une mission. Il aime bien se créer un but. Il aime bien. Mhm. C'est pas quelqu'un qui produit tous les jours un peu, etc. C'est quelqu'un qui aime bien se lancer un projet et travailler pour ce projet. Il a Donc vous vous donnez besoin. un espèce de top départ, Ouais, un petit peu. Ouais. maintenant C'est on ça. lance un album quoi. Le truc, c'est que tu vois, depuis qu'on a commencé à bosser avec Vincent, on est dans des cycles à peu près réguliers de EP et d'albums qui s'enchaînent. Il y a toujours un moment où Vincent dit, bah ça y est, je vais commencer à faire des sons. Je vais commencer à produire. Et puis une fois qu'il en a quelques-uns, on les écoute, on réfléchit, et puis tu vois, on commence comme ça. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'écriture, moi, je note des idées, tu sais, à longueur d'année. Euh, je suis tout le temps un petit peu alerte, en fait, euh, parce que parce que pour moi, le meilleur moyen d'avoir de la matière, c'est d'être attentive, en fait. C'est d'avoir l'œil, enfin plutôt d'avoir l'oreille, j'ai envie de dire, parce que l'inspiration, elle est autour. Donc, quand il y a des choses qui me font tiquer, quand il y a des mots que j'entends voilà que j'ai jamais entendu ou j'ai jamais utilisé dans un morceau, je le note, ou des idées de. Parfois, j'ai des punchlines qui me viennent, j'en sais rien, tu vois, je note, je note, je note. Ouais, donc J'emmagasine. t'as Ouais. plein de petits bouts, mais t'as pas spécialement déjà des textes qui sont prêts Non, en amont. j'aime bien magasiner comme ça à l'année, et puis quand je dois écrire un morceau, en général, ce que je fais, c'est que je reviens sur mes notes, et selon le mood du morceau, de l'instru, ce que ça m'inspire, et ben il y a des choses vers lesquelles je vais aller. C'est une étape du processus qui est assez instinctive. En fait, j'aime bien, voilà, ça relève vraiment que de feeling et de d'impression. Et puis ensuite, je creuse, je peaufine, je développe surtout, et puis voilà. Mm. Donc c'est la vibe des instrus qui t'amène sur les thèmes. C'est ça. Et parfois, ça crée des moments assez drôles. Et c'est pour ça que j'aime bien protéger. Je suis assez insupportable pour bosser. Vincent déteste ça. Et je peux comprendre, en fait, parce que je pense qu'à sa place, je le vivrais assez mal. C'est-à-dire que je, je partage très peu d'informations avec moi quand je suis avec lui, quand je suis en train d'écrire. Tout reste assez top secret pendant très longtemps, euh, parce que je sais pas pourquoi, en fait, j'aime pas lui dire trop ce sur quoi j'écris. Donc parfois je lui donne des indices ou des thématiques assez assez larges.
Et mais il sait pas jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où on va enregistrer le morceau. Souvent, il n'a pas écouté les textes, il n'a pas écouté le. Donc il découvre le texte sur la première prise de l'enregistrement? Ouais, mais parfois la première prise dans l'enregistrement, c'est une maquette. Parce qu'on fait ça maintenant, tu sais, on fait des maquettes de morceaux avant de faire les enregistrements définitifs. Ça permet à Vince d'avoir une première prise pour pouvoir derrière retoucher la prod, peaufiner le séquençage, etc. On fait vraiment un travail maintenant comme ça de va-et-vient en ping-pong pour vraiment aller au bout. Enfin, nous, on a l'impression d'aller beaucoup plus au bout des choses. Si par exemple, il y a une punchline à mettre en valeur à un moment donné, réfléchir comment est-ce qu'on va à ce moment-là, peut-être faire un break dans l'instru ou alors faire un effet. Enfin, on bosse sur ces détails-là beaucoup plus que sur les albums précédents. Donc on fait des prises. Mais c'est vrai que jusqu'à ce moment-là, la plupart du temps, bah, le pauvre, il sait pas de quoi je vais parler ou alors il sait pas comment c'est. Bon, alors l'avantage, c'est qu'il est quand même rarement complètement déçu. C'est rare les moments où il dit bah non, ça me va pas ou vraiment j'aime pas. Après, il y a des détails. Il peut y avoir des trucs, enfin, je veux dire, il peut y avoir des passages ou des mots il va me faire des retours. Et puis, si j'estime que c'est pertinent, je vais en tenir compte. Et puis, sinon, je vais défendre mon truc et je vais essayer de l'imposer. Mais ouais, il y a des petits compromis qu'on fait de temps en temps. Là, par exemple, sur cet album, il y a un morceau qu'on a laissé tomber. Il y a un morceau, tu vois, donc déjà, comme je t'avais dit déjà précédemment, je crois, nous, on fait pas 30 morceaux pour en garder 11. On en fait 12 ou 13 pour en garder 11 max, tu vois. Nous, on bosse vraiment on développe que les idées qu'on estime être. Et celui qui est sorti de la sélection, il est sorti pour quelle raison? En fait, il est sorti parce qu'on estimait que par rapport aux autres, il était plus faible en termes d'écriture. C'était un morceau qui était plus léger. Mais c'est pas bien les morceaux légers. Il y en a dans l'album aussi, mais c'est juste qu'on trouvait qu'il manquait d'intérêt dans cette playlist-là. Il était un peu nunuche. Enfin bref, on s'est dit que c'était pas à la hauteur du reste, mais on a gardé l'instru et par-dessus j'ai fait à la place un morceau en espagnol d'ailleurs. Yes. Ouais. D'ailleurs, ce morceau en espagnol, qu'est-ce qu'il raconte? Moi, je parle pas espagnol. Ah! Bah, tant pis Il pour parle de toi, quoi? tant pis pour vous. Ok, d'accord. Non, en fait, c'est un morceau qui parle d'hallucinations nocturnes. En plus, c'est un thème assez pointu. Ok. Euh, mais il parle de ça un peu de manière. Qu'est-ce que tu entends par hallucination nocturne? C'est le fait que le monde est différent la nuit? Ah non, 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 j'aimerais bien. Enfin, oui, d'une certaine manière, oui. Mais c'est qu'en fait, moi, la nuit, je vois des choses. J'ai donc des hallucinations la nuit, en fait, quand je dors. Ok. Alors, c'est pas Mais très c'est grave. quoi la différence entre une hallucination et un rêve? Eh ben, en fait, la différence, c'est que le rêve, t'es dans une certaine phase du sommeil où tu dors profondément et tu as les yeux fermés et tu es vraiment dans quelque chose qui est imaginé. Enfin, évidemment, je suis pas spécialiste de la question, donc je sais pas te dire avec précision, mais tu dors, quoi, vraiment. Et c'est pas la même phase du sommeil. En fait, une hallucination nocturne, tu es dans une sorte d'entre-deux, un peu comme si, enfin moi j'ai cette impression-là, comme si peut-être un peu comme une phase d'hypnose, tu sais, où en fait tu es dans un état un peu second où tu sais pas trop si c'est la réalité ou si tu dors. Et en fait, j'ai les yeux ouverts et je vois des choses autour de moi. C'est-à-dire que quand on rêve de choses et d'autres, mais moi quand j'ai des hallucinations nocturnes, je les vois dans la pièce dans laquelle je suis. J'imagine pas d'autres lieux. C'est ce lieu-là que je vois, sauf que en plus d'être dans cette pénombre et de distinguer de distinguer les formes bah, de la pièce et de la porte et de la fenêtre et des meubles. Et ben je vois en plus soit des personnes, soit des formes, soit des animaux, enfin voilà. Donc c'est pas très au départ quand ça Mais c'est t'arrive. flippant ou c'est Ouais, cool? c'est ça en fait. Au départ c'est flippant.
Au OK. départ, c'est flippant et en fait, avec les années, hem, le T'arrives à truc c'est dompter que un peu le truc? ouais, bah, en fait, avec les années, si tu veux, déjà ça dépend parce que parfois ça m'arrive quand même que ces représentations-là, ces spectres ou je sais pas quoi, heu, ne représentent pas du tout comment dire, enfin, soit là, parfois ils sont là vraiment à la cool, c'est-à-dire que il y a pas de, j'ai pas peur, quoi, il se passe rien, mis à part leur présence. Et puis parfois, ça peut représenter ouais, des énergies un peu plus hostiles parfois. Donc c'est là où parfois tu peux être un petit peu plus angoissé. Mais l'avantage, c'est qu'avec les années, j'ai pris l'habitude de ça et il y a toujours un petit moment où il faut que je revienne à moi et que je me dise ah mais c'est rien en fait, c'est pas vrai, tu vois. Et à partir du moment où j'arrive à me dire c'est pas vrai, après en général je me réveille, je reviens à moi et je me dis ah mais t'as rêvé en fait. Enfin c'était pas la réalité. Mais ça m'arrive très souvent, quasiment toutes les nuits. Et puis ça faisait un moment que je voulais en faire un morceau et je savais pas trop comment l'aborder. Et Et en et fait, ouais. et pourquoi du coup c'est un sujet que tu plus facilement en espagnol? Mais en fait, j'avais envie de faire un morceau. En fait, si tu veux, lorsque on a pris cette décision de changer le texte donc de ce morceau qui avait la première version du texte qu'il y avait sur cet instru, tout l'album était créé. Et c'est très difficile pour moi tu sais, une fois que tu as fait un morceau sur une instru, c'est difficile de D'envisager un autre texte sur le même instru? ouais, c'est assez difficile. Et du coup, j'en ai un peu chié, quoi, mais pas très, très longtemps, mais c'était, enfin, je veux dire, ça me réjouissait pas, en fait, de me dire: «Ah putain, il faut que je réécrive un truc», et hem et vraiment je le sentais pas. Et puis, donc je suis revenue à mes notes d'idées de morceaux éventuellement que je voulais faire pour ce projet et je suis retombée sur cette idée, du morceau en espagnol, qui est un challenge. J'avais déjà fait des textes en espagnol, mais j'avais jamais fait un morceau en entier. Et donc j'avais ce challenge-là que je voulais relever. Et puis j'avais cette idée du morceau sur cette thématique des hallucinations nocturnes. Et donc je me suis dit, euh, bah en fait, pourquoi pas le faire un deux en un en fait. Il te manque le morceau en espagnol, il te manque cette thématique-là, t'as pas trop d'idées, t'as déjà écrit un morceau en français sur cet instru, peut-être que le fait d'écrire dans une autre langue, ce sera plus rafraîchissant et ce sera plus facile. Et bah oui, ça a pas loupé parce que dès que j'ai eu cette idée, en fait, le morceau dans la journée, il était écrit. Toi, tu es d'origine espagnole en fait. Ouais, ma maman. En sortant un morceau espagnol, il y a une volonté de le promouvoir différemment à destination d'un public qui Bah, parle espagnol. bah écoute, pas particulièrement, mais par la force des choses, je pense que ça arrivera. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui me suivent qui sont hispaniques, parce que j'ai passé 6 ans à Barcelone et qu'il y a des gens qui me suivent depuis cette époque-là, même de loin. Et on a pas mal de fans au Mexique, en Espagne et dans d'autres pays d'Amérique latine. Et, euh, et donc, bah, j'imagine que eux, enfin, ça va. Enfin, d'un seul coup, ils vont comprendre, en fait. Et je me mets à leur place et je me dis: «Ah, ça peut être cool pour eux, en fait». Après, je sais pas, je vais peut-être les décevoir. Ils vont me dire: «Ah putain, c'est comme ça qu'elle sonne en espagnol, c'est nul, en fait». Je sais pas. Mais c'est, tu sais, j'ai mis du temps à écrire en espagnol aussi parce que je pense que je m'autorisais pas à le faire. En fait, j'avais peur je enfin, je m'autorisais pas à m'amuser, tu vois? Pour moi, je me mets toujours un peu trop comment dire? De, de pression pour faire des choses qualitatives. Et évidemment, je sais très bien que même si je maîtrise quand même l'espagnol euh, pas mal, et de là, tu vois, à avoir une vraie plume intéressante dans la langue, euh, dans une forme artistique et en rap, c'est une autre mission, quoi. C'est pas, tu vois, c'est Ouais, pas pareil. c'est un autre, ça reprend le truc à zéro un peu. Bah ouais, mais en même temps,
enfin, je sais pas. Je me suis amusée aussi, enfin, avec les années à faire des petits trucs en anglais, etc. Et je me dis, mais pourquoi en fait on s'en fiche? Il n'y a pas besoin de mettre tout au même niveau, tu vois. On peut aussi s'amuser euh, à tester des choses. Et puis même si c'est pas parfait, même si c'est pas impeccable, même si c'est pas, euh, enfin, c'est amusant aussi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je pense qu'il faut que je me le dise, ça. Parce que je vais dire, mais en fait, qu'est-ce que ça peut faire que ce soit pas, enfin, si toi, ça te fait plaisir, ça te fait kiffer et que, enfin, voilà, pourquoi pas, en fait, ça suffit parfois aussi. Bien joué. Ouais. Mm. Ouais, donc, ouais, t'as vécu à Barcelone, t'as Ouais. vécu en Australie, Mm. Paris, Nantes. T'as ce morceau Brest. Banana. Pardon? Et Brest, du coup. Et Brest, ouais, du coup, Brest, ouais. Et t'as un peu rassemblé tout ce parcours dans un morceau que t'as appelé Banana Bread. Ouais, c'est ça. Pourquoi ce titre? Eh ben écoute, pourquoi ce titre? Parce qu'en fait, tu sais, on mange des bananes au petit déjeuner tous les jours. Et il y a toujours des bananes que, tu vois, tu gères mal un peu ta consommation. Et il y a toujours des bananes qui noircissent. Et je déteste les bananes trop mûres. Donc un jour, j'en avais marre de pas savoir quoi en faire. Donc j'ai regardé ce qu'on pouvait faire avec des bananes. Et j'ai donc découvert qu'on pouvait faire du banana bread. Et donc, j'ai commencé à faire ça régulièrement. Voilà. Et en fait, j'étais allée voir un jour l'historique du banana bread, enfin l'historique, d'où ça venait, vraiment de quel pays, tu vois. Et en fait, j'ai découvert que c'est une recette, comme énormément de recettes à base de farine. Euh, c'est en fait une recette qui est née de la crise, en fait. Euh, enfin, d'après, en tout cas, une des versions que moi j'ai trouvées, ça explique que c'est né après, enfin, le moment de la crise de 29. C'était une manière de faire à manger nourrissant avec des produits pas chers. Tu vois, de la même manière que dans certains pays, on fait des crêpes, ou on fait de la pizza, ou on fait, enfin, souvent c'est des histoires de plats de pauvres en fait. Et donc, voilà, donc moi j'avais retenu ce truc-là, né de la crise, et donc j'ai repris cette formule-là dans le morceau. Euh, Parce que je trouvais que c'était une jolie image, métaphore, voilà, dans laquelle je me retrouvais, moi, en tant qu'être humain, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, t'as l'impression aussi d'être né de la crise? Bah, en fait, je suis née de la crise entre mon père et ma mère, en fait. Euh, voilà, je me suis dit que c'était marrant tu vois, c'est des trucs que, évidemment, si je ne te, enfin, s'il n'y a pas l'explication de l'auteur, on comprend pas du tout de quoi je veux parler, on comprend pas, ça reste un peu flou, tu vois, c'est un peu abstrait. Ah, Mais c'est pour ça qu'on fait cette interview, hein, c'est vrai, c'est pour vrai, mieux comprendre. exactement. Mais il y a pas forcément cette volonté, bien entendu, quand j'en parle et quand je le dis, c'est volontairement abstrait. C'est des choses que je mets pour moi, en fait, tu vois. C'est des choses qui, moi, m'aident sans doute à dans ma construction, dans ma recherche et dans l'acceptation de moi. La démarche artistique bah, est assez thérapeutique, en fait, je trouve. Et ça me faisait rire voilà, de faire. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ce morceau qui est finalement un morceau sur l'identité, enfin mon identité, ma construction et le fait que j'ai toujours eu l'impression, enfin, quand j'étais enfant, j'avais l'impression de pas être à ma place, j'avais l'impression déjà de pas être à ma place dans cette famille et j'avais l'impression de pas être à ma place géographiquement parce que ma maman était basque et que mon père était niçois et que moi d'un seul coup je me retrouve en Bretagne et je pensais que j'étais née au mauvais endroit. C'est sans doute pour ça que très vite j'ai eu envie de voyager et que dès que j'ai pu, tu vois, je suis partie en Australie, etc. Et donc voilà, c'est vraiment un morceau sur ce merdier un peu identitaire où on sait pas trop, sait pas trop. Quand on est petit, en plus, on se compare à ses copains, à ses copines à l'école. Et moi, ouh là là, je me retrouvais pas du tout. J'avais pas de repas de famille le week-end parce que j'avais pas de famille qui était là. Mes parents étaient restaurateurs, donc ils travaillaient tout le temps. J'étais gardée par des gens. Je me disais,
Et puis mes parents, ils étaient pas ensemble, et ils s'aimaient pas, et ils s'engueulaient. Et puis un jour, j'ai appris que j'étais née alors que j'étais pas désirée. Enfin, tu vois, tout ce merdier. Ok. Enfin, c'est pas une enfant, j'ai pas eu une enfance particulièrement, comment dire, malheureuse. Tu vois, j'étais pas une enfant battue, c'est pas la question. Mais j'étais dans une situation qui, moi, m'ont beaucoup déstabilisée et ont compliqué à mon niveau personnel ma construction. En fait, je savais pas qui j'étais, d'où j'étais, et, et Après, on a l'impression que l'histoire se termine bien, en fait, le morceau, moi, je l'ai ressenti comme étant assez positif. ouais, carrément. Enfin, comment dire, quand tu te retournes sur ton histoire, tu la savoures d'une manière positive, on dirait. Oui, mais de toute façon, moi, je sais pas pour rien que j'ai attendu si longtemps pour faire ce morceau-là aussi. Dans tous les morceaux que je fais, même quand on fait Persona non gratis sur un morceau qui est difficile, enfin un thème qui est dur, moi j'ai toujours besoin qu'il y ait de la lumière en fait. J'ai besoin d'introduire toujours beaucoup d'espoir et de lumière. Et du coup, ça donne un peu l'impression que ta construction, elle est, elle, elle se passe en parallèle avec ces changements de ville. Est-ce que, est-ce que tu imagines un jour que tu vas te poser quelque part ou tu es déjà en train d'envisager le, le prochain déménagement? J'ai très envie de me rapprocher, enfin j'ai de plus en plus envie de me rapprocher de la mer ou de l'océan. Et j'ai envie de plus en plus de calme et de tranquillité. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je sais pour l'instant. Ça, le désir de calme, c'est un peu quelque chose que tu abordes dans ce morceau que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Méchante petite femme. Ah bah c'est le prochain clip Ah ok. qu'on a tourné Ah, je là. suis curieux de voir comment vous allez mettre ça en image d'ailleurs. Et bah écoute, ça a été de longues discussions avec le réalisateur parce qu'on est passé par plein, 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 plein d'idées, et on a trouvé finalement un truc, et donc ça devrait sortir, je pense, dans 2 semaines, un truc comme ça. Mais du coup, dans ce morceau, t'es un peu misanthrope. Mais le truc, c'est qu'en fait, tu sais, on a tous ces moments-là. Enfin, je Bien sais sûr, pas, hein, je pense qu'on est tous comme bien ça, sûr. tous. Mais même, tu vois, on a tout le temps ces discussions-là avec Vincent, ou en plus en ce moment, avec ces histoires de Covid et tout, avec les différents comportements qu'adoptent les gens, et on se regarde ou on marche dans la rue et on est là, putain, mais les gens, comme des vieux cons. Ah, mais les gens, ils font ça. Mais les gens, c'est nous aussi, hein, bien entendu. Bien sûr, bien sûr. Parce enfin, on sait très bien qu'on est le con de quelqu'un d'autre, hein. Et, euh, et ça me faisait marrer de faire un morceau qui dise les choses vraiment, quoi. Bah ouais, enfin, j'aime vraiment pas les gens. Je les aime pas. En fait, je vous aime pas. Vous m'énervez. Je veux pas vous voir. Je veux pas vous entendre. Et Enfin, parce que moi j'ai le même truc, je râle tout le temps. Mais en fait, est-ce que quand on réagit comme ça, c'est pas parce qu'on aime les gens? bah, sans doute un peu. Tu vois bien que je fais aussi plein de choses qui me font rencontrer plein de gens et qui me font aller vers les gens, et qui me font enfin, ne serait-ce que faire des concerts, faire des ateliers, les clean walk, la club, tout ça, c'est des trucs qui me font rencontrer des gens, aller vers eux, etc. Mais bien entendu, évidemment, évidemment. Mais je pense que c'est sain, en fait, quand on est énervé, il faut râler. Il paraît que les gens qui râlent, ils sont en meilleure santé mentale, mais Ah yes, bah c'est oui, bon ça. mais je pense que c'est vrai, en fait. Et d'ailleurs, Vincent, il me dit tout le temps, tu râles tout le temps, t'es jamais contente. Et je lui dis, mais c'est faux, déjà, écoute-toi, parce que tu râles tout autant. Et, et puis en plus, non, je contrebalance vachement. Il y a des gens qui sont tout le temps un peu neutres, mais moi, je vais pouvoir aussi dire, j'en sais rien, tu vois, m'émerveiller d'un détail, d'un verre de vin, d'un repas, d'un coucher de soleil, j'en sais rien, ça fait un peu nunuche de dire ça, mais je vais râler parce que je pense que je suis aussi tatillon, exigeante sur plein de choses. Mais en même temps, quand c'est super, c'est aussi génial, tu vois. Donc, je pense que oui. Mais il faut se protéger aussi parfois. Mais puis, je pense que ça fait du bien. Mais tu vois, quand j'ai écrit ce morceau, donc le refrain qui fait
Euh, donc, je fais genre, mais j'aime vraiment pas les gens. J'essaye de parler gentiment, agacé par les ans, ce qui manque. Je me suis dit que ça allait être super de faire ce refrain sur scène, en fait. Quand je l'ai écrit, je me Ouais. projetais. En plus, l'instru, elle est assez péchue. Je me projetais déjà en concert sur scène en train de sauter et crier ça aux gens dans le public. Et je me disais, ça allait être super. Bah, écoute, j'espère que tu auras rapidement l'occasion de le jouer en live. Bah écoute, déjà, on l'a fait en résidence la semaine dernière à Saint-Nazaire au VIP. Bon, la salle était vide évidemment, mais on a pu le faire avec la musique fort et dans le micro, et déjà, c'était pas mal. Donc, malgré des perspectives qui sont pas spécialement enthousiasmantes niveau concert, vous partez en résidence, vous vous préparez Ouais. et vous êtes prêt à remonter sur scène dès que l'occasion se présente? Bah oui, moi je pense moi je pense qu'on a, dans la vie, on n'a pas le choix en fait que d'avancer. euh, Parce que Mmh. moi je pense que si j'avance pas et que je continue pas, toi je disais que c'est une sorte de déni de la situation, volontaire un peu, tu vois, enfin conscient, un espèce de déni conscient où on fait comme si tout allait bien un peu, tu vois, quelque part. Bah, Parce que pourquoi pas en fait, hein? bah ouais, mais parce que pour moi, il y a que ça à faire. Je veux pas Ouais. rester enfermée à la maison à pleurnicher quand même. Enfin, enfin, et pour moi, non, on Bah, sort c'est pire, enfin, pour moi, c'est l'album. pire que mourir en fait. Mais oui, en fait, tu abandonnes, en fait. Et pour moi, c'est pas possible, l'abandon, en fait. C'est la fin, c'est le début de la fin de tout, quoi. Vous avez annoncé cet album via un crowdfunding et vous avez plié l'histoire, d'une manière assez, ça avait l'air, de se passer bien quoi, tu vois? Enfin, vous avez pas forcé le truc quoi. Oui, 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 non, mais écoute, Les moi, gens ont suivi quoi, donc oui, oui, non, mais moi, je suis évidemment, je suis contente et étant donné les circonstances et étant donné comment dire, la manière dont on fait les choses et nos moyens, moi, je suis hyper fière et je suis très satisfaite de plein de choses. Mais tu sais bien que ce qui est le moteur aussi, c'est d'avoir de l'ambition et d'avoir envie de réaliser des trucs. Donc, quand tu, quand ça fait 10 ans que tu cravaches comme on fait, il y a quand même des moments où tu te dis bon bah ce serait quand même bien qu'il y ait un peu plus de ci ou un peu plus de ça. Je veux pas te le cacher, il y a des victoires, il y a des trucs cool, mais nous on aimerait bien avoir tu bah veux faire une tournée des Zéniths? non, mais pas du tout. J'en ai rien à foutre des zéniths. Le son est pourri dans les zéniths en plus. Mais Je par te contre, provoque, hein, je mais bien entendu. Mais par contre, je veux faire la Cigale, je veux faire l'Olympia avant d'arrêter. De toute façon, j'ai dit à Vincent, l'autre jour, on parlait de ça, on se disait ça coûte combien de louer l'Olympia? Je sais, ça coûte super cher. Mais on s'est dit peut-être un jour, euh, toute la thune qu'on a pour finir en beauté, tu vois, on loue une salle de ouf à Paris, soirée avec tout. indépendant jusqu'au bout quoi. Ouais, mais une soirée, mais vraiment une soirée de ouf où tu vois, on finit en beauté, où on flambe toute la thune du label et on invite tous les gens qui nous suivent à faire une grosse soirée. Et puis après, on arrête, on prend la retraite, quoi. Ça pourrait être beau comme bouquet final. T'en fais tout tu sais, tu documentes le truc, le projet, quoi. Tu prévois le truc 6 mois à l'avance, tu fais une grosse com, tu dis, bon, allez, tel jour, vous prenez vos billets de train, vous faites pas chier, vous prenez vos billets d'avion et on fait ça tous ensemble, comme si c'était un grand mariage. Bah, d'ailleurs, on pourrait peut-être se marier en même temps. Enfin, ce serait un truc de ouf, tu vois. Voilà, tu dévoilé le clou du truc, ça, il faut que ça reste une surprise. Tu lancé, j'ai l'impression que c'était plus ou moins, confinement ou un petit peu avant, deux projets dont l'un s'appelle La Club. C'est quoi? C'est quoi? C'est comment dire? Un collectif de rappeuses? Alors, pas tout à fait. Alors, la club, je l'ai lancée en décembre 2019.
Donc c'était bien avant Ok. le Covid. Mais j'avais, enfin, officiellement c'est lancé en décembre 2019, mais dans ma tête c'est arrivé à peu près au mois de, je sais pas, au mois de mai ou au mois de juin 2019. Et en fait c'est un club de rappeuses. Donc c'est pas un collectif parce qu'on n'est pas là pour faire des choses ensemble, dans le sens de faire des morceaux ensemble ou des représentations ou des machins. C'est vraiment un club de rap, comme il y aurait un club de poterie ou un club de badminton ou de je sais quoi. En fait, on se retrouve entre meufs autour d'une même passion. Et le but de ce club, en fait, c'est de faire se rencontrer des filles qui rappent dans leur coin euh, et travailler ensemble euh, aussi bien les skills pour celles qui en ont besoin. On en a toujours toutes besoin ou tous besoin de toute manière, mais de travailler les skills d'un côté et en même temps de faire de l'empowerment dans le sens où on s'est rendu compte que y a quand même pas mal de meufs qui aimeraient ou qui rappent dans leur coin et qui n'osent pas soit aller se confronter au public, soit aller, tu vois, dans les scènes ouvertes parce que parfois se sentent pas à leur place ou se sentent pas. Il y a souvent la question de la légitimité qui est soulevée, etc. Et donc là, on essaye de faire en sorte que tout le monde ait se rendre compte de son potentiel et développe ses skills pour pouvoir exister pleinement en tant que Et du coup, qu'artiste. ça rappe dans les réunions du club? C'est ça. En fait, on se réunit sur des sessions de 3 heures minimum et il y a toujours une partie discussion, une partie où chacune va parler de ce qu'elle veut en fait. Ça peut être d'histoires, ça peut être aussi, tu vois, juste de trucs de, tu vois, de meufs. Euh, Tu vois, il y a vraiment ce côté féministe aussi. Tu vois, parfois il y a des filles qui ont besoin de parler de certains trucs, elles en parlent. Parfois ça peut être en rapport avec leur pratique, bien entendu, même principalement par rapport à leur pratique. Si elles ont fait, j'en sais rien, il y en a qui font du battle rap, donc elles vont parler de leur dernière battle, d'autres qui organisent des événements, donc elles vont en parler, d'autres qui je sais pas vont partager la news qu'il y a une scène ouverte à tel endroit si quelqu'un veut venir. Et puis ensuite il y a une partie pratique où on va partager ses textes a cappella. Et on va travailler ce qui a besoin, ce qui a envie, que ce soit l'écriture, la diction, l'interprétation, le langage corporel, etc. Pourquoi a cappella? A cappella parce qu'en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure des années et de mon expérience en atelier par ailleurs, euh, que, qui peut le moins peut le plus. Ok, Donc en ouais, fait, je pense que c'est plus difficile a cappella, et donc c'est si tu ça, t'en sors bien, c'est ça, le jour où tu auras un instru, ça va passer tout seul. c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est deux choses qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que si tu veux te concentrer sur ta diction, sur ta respiration, sur ton écriture, sur est-ce que ton texte tient la route, s'il est bien écrit, pas bien écrit, c'est plus facile de se rendre compte de ces choses-là quand il n'y a pas la musique. Et tu disais, l'idée c'est pas de collaborer, mais est-ce qu'il y aura pas au final des collaborations qui vont se En faire fait, dans il y ce a des groupe? collaborations qui se font entre les filles du club parce tu vois, elles se rencontrent et elles vont faire des feats ou écrire ensemble ou se retrouver sur des projets, tout ça. Euh, En fait, c'est une des conséquences, mais C'est c'est pas la pas, finalité. non, c'est pas du tout la finalité. On n'est pas là pour ça. Et puis d'ailleurs, moi, ce qui fait la force du groupe aussi, c'est qu'il y a plein d'esthétiques et il y a plein de styles différents. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que on mette de côté nos goûts personnels et qu'on aille au-delà et que notre force ce soit notre capacité à être ensemble et à s'enrichir.
les unes les autres sans nécessairement être en phase avec les choix artistiques des unes et des autres, en fait. En fait, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Puis on n'est pas dans le jugement, c'est vraiment une safe place, en fait. C'est un endroit où on se sent bien et où on va venir puiser de la force euh, pour pouvoir après, quand on est seul, bien souvent d'ailleurs entouré exclusivement d'hommes, quand même, ça arrive encore beaucoup, se sentir suffisamment forte et légitime pour pouvoir prendre le micro au moment où une opportunité se présente, en fait. Yes. Savoir identifier les opportunités et surtout savoir les saisir, en fait. Souvent, on a peur de se lancer. Et c'est là où moi, je veux vraiment venir influencer les autres, quoi, en fait, tu vois. Qu'à un moment donné, la club, ce soit pas utile, en fait. Mais je me rends compte qu'en fait, en le faisant, je me rends compte que c'est encore plus utile que ce que je pensais. C'est important pour toi la transmission? J'ai Ouais, l'impression que carrément. qu'avec les ateliers que vous organisez, avec ce club, j'ai l'impression que tu es dans un mood où tu as envie de transmettre ce que tu as appris à d'autres. Ouais. Je me dis en fait que quand tu apprends des choses, si tu les gardes pour toi, ça sert à rien, quoi. Enfin, avec toutes ces années, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai compris, je me dis que je peux faire gagner du temps à plein d'autres personnes, en fait. Et moi, j'ai eu la chance à plusieurs moments de rencontrer des personnes qui m'ont influencé, qui m'ont aidé, qui m'ont fait gagner du temps, qui m'ont fait comprendre des choses. Et moi, je pense que c'est l'ordre des choses et c'est le rôle que tout le monde doit avoir, en fait. Mais pas que dans la musique, en fait. Je pense que Oui, dans la vie de manière générale. oui, tout à fait. Et puis, évidemment, moi, j'ai grandi dans le rap, euh, mais très influencée par la culture hip-hop euh, et avec des valeurs qui sont propres et qui sont vraiment pour moi très importantes. Ouais, la transmission, les coups de pouce, le système D, faire des choses à partir de rien. Enfin, je veux dire, moi, ça m'a forgé, en fait. On parlait de construction et d'identité tout à l'heure. Moi, tout ça m'a permis de devenir qui je suis. Et je trouve que c'est une richesse qui est assez incroyable. Et je vois tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on peut devenir grâce à ça. Et, euh, et d'une, je suis extrêmement attristée et frustrée aussi parfois quand je vois la manière dont certaines personnes encore parlent du rap ou du hip-hop ou alors que enfin moi c'est pas une richesse folle, c'est une culture folle et c'est absolument enfin moi je me suis construite sur ces bases-là et ça me fait du bien de les transmettre et je me rends compte que ça sert à quelque chose aussi, quoi. Enfin rien que la pratique du rap en fait avec la pratique du rap enfin les apprentissages tu vois de manière transversale, tout ce qu'on peut apprendre, c'est assez hallucinant, en fait. Je veux dire, quand on peut monter sur scène, même a cappella, devant un public et prendre la parole, euh, si tu travailles ton éloquence, en fait. Et tu sais le nombre de personnes qui sont incapables d'avoir un discours construit devant, devant 5-6 personnes. Enfin, je sais pas, tu vois, dans la vie, quand tu dois faire un. Tu vois, rien que pour les gamins, à chaque fois, on parle de ça, on parle d'un entretien d'embauche, on parle de moments dans la vie où tu dois pouvoir être convaincant, où tu dois pouvoir euh, capter l'attention des gens qui t'écoutent, etc. Bah, tu vois, le rap, ça t'apporte ça, en fait, quand tu le maîtrises convenablement. Euh, et bien d'autres choses, hein. Et un deuxième projet que tu créé récemment, c'est les Clean Walk. Ouais. Et c'est vachement hip-hop en fait de s'occuper de son quartier, de s'occuper de sa communauté. Mais j'arrête pas de dire que c'est la vraie street cred, elle est là, en fait. Ouais, Mais on ouais. pourrait dire la street crade, en fait, même. Tiens, tu vois, ça me donne des idées de. Tiens, je vais noter ça. Vas-y, note, note. Euh,
Ah ouais, ça va être ma prochaine punchline pour la prochaine clean walk. À chaque fois, j'essaye de trouver des jeux de mots un peu pourris pour interpeller les gens sur Internet. Écoute, ouais, carrément. Ben ouais, en fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça et c'est vrai que c'est pas absurde. J'ai commencé dans mon coin toute seule et à un moment donné, je me suis dit que ça pouvait être bien d'en faire un truc. Donc un Un jour, peu. tu sors de chez toi avec un sac poubelle, des gants, et tu te dis, je vais ramasser deux, trois trucs. En fait, ça fait longtemps que je suis sensibilisée à ça, mais peut-être plus, tu vois, à la plage ou dans la nature, tu vois, des endroits où vraiment on a moins l'habitude. Où c'est, disons, encore moins acceptable de voir des déchets, quoi. Donc, systématiquement, moi, je ramasse depuis longtemps déjà des choses. Et dans mon quartier, ça faisait longtemps que je trouvais ça dégueulasse, enfin, que je trouvais le quartier dégueulasse et que de temps en temps, je ramassais des trucs et tout. Après, il y a eu le confinement et j'ai commencé à... En France, tu sais, on avait le droit pendant le confinement à une promenade d'1 heure par jour. Et en fait, moi, je sortais au début juste pour marcher et j'ai commencé à ramasser des trucs au début comme ça, tu vois. Et puis après avec des gants, et puis après avec un sac, et puis après avec une pince. Et en fait, voilà. Enfin, moi, j'ai rien inventé, hein. Il y a des gens qui font ça depuis très longtemps dans plein d'endroits. Et c'est juste que je me suis dit, bah, moi aussi, je vais le faire. Et puis, j'ai essayé de rameuter des gens pour le faire avec moi. Donc, j'ai créé la page Facebook. Maintenant, on a créé le groupe Facebook. Ça s'appelle Clean Walk Naoned. Naoned étant donc le nom breton de Nantes. Et voilà, et de fil en aiguille, on est de plus en plus nombreux. Et maintenant, on fait ça toutes les semaines. Euh, et puis, le but, en fait, le but, c'est qu'on nous voit et donc de donner envie aux gens de faire la même chose. Et le but, c'est qu'après, il y ait chacun comment dire, se responsabilise et lance sa brigade dans son quartier, en fait. Ouais, Plutôt ouais, et que du coup, de de faire des faire, battles à celui qui ramassera le plus de bah, sacs. par exemple, tu vois, ça pourrait être sympa. Mais en fait, l'idée, c'est que chacun se dise, bah voilà, moi, tu vois, il y a des gens, c'est marrant parce que on communique beaucoup dessus, tu vois, on fait des photos, on fait des stories et tout. euh, Il y a un côté ludique et je pense que c'est important aussi parce que pour attirer les gens, tu vois, ça peut être Ouais, parce que à la base, c'est un peu rébarbatif, en fait. bah, puis c'est dégueulasse. Tu te dis que tu vas ramasser la merde des autres. Donc, il y a autre chose dans la vie. Enfin, il y a des gens qui se disent, j'ai autre chose à foutre dans la vie que de me lever le matin pour aller ramasser les ordures, en fait. Et oui, évidemment. Mais en fait, tu te rends compte que c'est pas que ça. En fait, c'est même peut-être, enfin, je veux dire, pendant que tu fais ça, tu te fais du bien à toi-même parce que t'es dehors, parce qu'il y a un aspect dans cette activité-là, insoupçonné, qui relève presque de la méditation, en fait. Parce que ça vide la tête, parce que tu rigoles, parce que tu regardes ton quartier ou ta ville différemment, parce que tu te rends compte qu'il y a une végétation assez folle, parce que ça fait plaisir et ça fait du bien aussi de nettoyer, en fait. En fait, il y a que des bons côtés, on rencontre des gens, on rigole, enfin, c'est vraiment chouette comme activité. Et en fait, moi, j'ai vraiment envie de faire en sorte que les gens se rendent compte de ça, que c'est bien aussi pour soi. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Que c'est bien pour la communauté, mais que ça fait du bien aussi de manière égoïste, en fait, un peu. Et donc, il n'y a que des bonnes raisons de pratiquer ce truc-là. Et, Bah, j'ai l'impression que vous êtes super bien reçu par le voisinage, en tout cas. Bah écoute, partout où on va, il y a des gens qui s'arrêtent pour nous féliciter. Parce que ça aussi, tu vois, c'est pas rien. Tu vois, quand tu marches dans la rue, dans la vie de tous les jours, les gens, ils s'arrêtent pas avec un grand sourire pour te dire merci et te dire c'est super ce que tu fais. Ça existe pas, en fait, dans la vie de tous les jours. Enfin, je veux dire, il y a cette dimension-là qui est pas inintéressante, en fait, d'avoir des gens qui te font des big up et qui te disent ah bah trop bien, moi aussi je vais faire pareil, tu vois. C'est quand même super. Je voulais juste revenir sur cet album qui est sur le point de sortir. Je réécoutais un peu les différents textes. T'as des thèmes qui sont forts, qui sont d'actualité, genre le rapport au corps, la Ouais, masculinité toxique, les ouais, violences policières. ouais. Et puis sur la fin de l'album, tu m'as mis une petite claque avec, avec un sujet sur lequel moi je me questionne souvent et
qui est assez peu traitée en fait, ou alors peut-être que c'est moi qui ai pas cherché aux bons endroits, mais qui est cette pression sociale liée à la maternité. Ouais. Ouais, écoute, je sais pas comment aborder ce truc, mais je me suis toujours dit qu'une femme qui osait, dire ça, faisait preuve d'un très grand courage. Écoute, je j'ai j'attends vraiment, ça fait partie des j'attends de voir comment ça va être reçu OK. à la sortie de l'album, en fait. Mais je pense que tu as tout à fait raison, mis à part, quelques articles ici et là de temps en temps, sur le sujet, plutôt, dans le monde anglo-saxon d'ailleurs, j'ai l'impression. Un peu moins, enfin j'ai vu un peu moins de choses en France, même si ça arrive quand même. Mais en tout cas, traité dans le rap, je crois que j'ai jamais entendu de rien du tout, ou dans la chanson en général sur ce sujet-là en France. Je pense que c'est un sujet qu'il faut qu'on puisse aborder en fait sans que ça pose problème. Je pense que c'est encore un peu tabou et voilà. Et je sais que bon, évidemment, c'est un sujet qui concerne les hommes aussi, bien entendu, mais un peu plus les femmes, bien entendu. Ouais, ouais, non, je pense qu'en tant que mec, on peut pas comprendre l'ampleur de cette pression justement, quoi. Non, mais on devient parent quand même. Enfin, je veux dire quand on est père, donc c'est quand même un sujet qui concerne tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a je pense qu'il y a beaucoup de femmes enfin, la parole n'est pas du tout libérée en fait sur ce sujet-là. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se taisent et je trouve ça évidemment assez triste. Et tu vois, l'autre jour, c'est drôle parce qu'on était en résidence, donc comme je te disais, et donc on était en train de répéter et à un moment donné, on fait ce morceau-là. Et il y a une des filles de la salle qui était là, qui est venue me dire après qu'elle avait été très touchée par le morceau. Fallait pas rentrer dans le détail, mais ça avait l'air de l'avoir touchée beaucoup, beaucoup. Et ça, enfin, mais pas de manière simple. Tu vois ce que je veux dire? Non, je pense que c'est pas un sujet simple en effet, quoi. Et du coup, ouais, moi je me dis, on est là pour lancer enfin, je pense que c'est aussi le job, tu vois, notre job en tant qu'artiste, c'est de pouvoir aussi lancer des débats, quoi, qu'on puisse parler de choses, quoi. Ça devrait être beaucoup plus simple d'exister en tant que femme sans enfant, en fait. Yes. Ça Écoute, devrait ne pas poser de problème. j'espère que ce sera le cas grâce à ce morceau, en partie grâce à ce morceau. Oui, évidemment, c'est juste Mmh. un grain de sable. Super, bah, écoute, je suis très content de cet entretien. Merci beaucoup et Ouais. bonne dernière ligne droite avant la sortie de l'album. Merci. Passe, Allez, passe un bon week-end. ouais, Ciao. pareil. Ciao.